N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 novembre 2018. Ils sont 11 heures au studio bleu de Canal FM, la même heure également qu'ils sont dans les studios de tous les médias partenaires qui nous reprennent au Club de la Presse. Vous êtes donc les bienvenus avec à la technique le duo Kokou Michel Vitogbe Tomega qui est à la console pendant que Géraud Dakucha met l'émission en ligne. Moi, je suis demeure Kodjo, Tete, Innocent, Gaou, Sas Gaou, Vifan Bolo Adjala Maito, Gatragasi, Gegledo, Tutu Asigno Avoda nous Domodomoza. Chocholoza, Wenua Baleka, Gotlop et Golo. Avec à mes côtés Harry Miaou Chanyao de Nouvelle Opinion, bonjour. Sas, bonjour. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Canal FM. Et bonne semaine de travail à tous ceux qui vont au boulot. Merci beaucoup. Urien Lenyang du journal Méga Info paru aujourd'hui, bonjour. Bonjour Sas, comme d'habitude le journal paraît chaque semaine, chaque lundi précisément. Bonjour à tous ces policiers sans qui nous ne pourrions plus traverser les carrefours de Lomé. Merci, si vous êtes en règle, parce que si jamais vous violiez le feu rouge ou bien si vous étiez coupable d'une infraction au cours de la route, vous les sentiriez. Oui, par rapport à la densité de la circulation actuellement, il faut dire que sans les policiers qui nous aident au niveau des carrefours, on ne s'en sortirait pas. Merci, surtout quand je les vois comme ça, j'imagine bien comment ces dames et hommes sont sous le soleil, dans la poussière, du matin jusqu'au soir. Ils respirent la poussière, ils respirent les volutes des gaz d'échappement. J'espère que il y a quand même des traitements qui leur sont faits afin qu'ils ne soient pas intoxiqués par leur travail dans la rue. Ali Romoro Chakala de Courrier de la République, bonjour. Bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Et je fais un coucou particulier à un couple formidable qui m'a invité à dîner hier dans une ambiance formidable. Merci, vous m'offrez l'occasion de saluer Madame Lucie Lucie, qui a malheureusement perdu son mari, que nous avons enterré le samedi dernier. Lucie, soyez forte, la vie continue, votre mari est parti, mais il vous laisse, vous et vos enfants, soyez courageuses pour porter l'héritage de votre feu époux. Didier Assogba de Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour aux aînés en studio. Merci. Nous pourrions être rejoints par quelqu'un que vous savez déjà, la tête blanche, le plus jeune d'entre nous tous, mais assurons-nous qu'il soit là avant de vous l'annoncer publiquement. Eh bien, c'est parti avec la pensée du jour que nous tirons de Montesquieu. Montesquieu et son œuvre philosophique de l'esprit des lois. Montesquieu qui est l'un des philosophes du siècle des Lumières et l'un des théoriciens de l'état de droit. Eh bien, Montesquieu nous écrivait ceci: il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Encore une fois, Montesquieu qui écrivait qu'il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et nous pourrions illustrer cette pensée de Montesquieu par cet article du confrère Liberté à la page 3. Liberté qui écrit « Bénin, SOS démocratie ». Et Liberté écrit que le modèle démocratique béninois, toujours cité en exemple, est aujourd'hui mis à rude épreuve sous le magistère de Patrice Talon. Et puis l'article dit qu'à la faveur d'un grand rassemblement organisé le 3 novembre dernier à Cotonou, la coalition pour la défense de la démocratie, qui regroupe les forces politiques de l'opposition, a dénoncé les dérives du régime de Patrice Talon, à savoir la caporalisation des institutions de la République béninoise,
la même mise sur les caisses de l'État et la coalition de l'opposition qui exige la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Didier Assogba, si Montesquieu écrivait il y a plus de 3 siècles qu'il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice, et à la lumière de ce qui se passe au Bénin, on peut dire que la démocratie reste et demeure une quête quotidienne. Oui, ce n'est pour rien non plus qu'on dit que les États africains sont dans un processus de démocratisation. Ça veut dire que la démocratie, les gens la comprennent à leur manière, et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils se donnent les moyens de faire voter ou de faire passer des lois et d'exercer des pressions sur des magistrats qui, peut-être par peur de perdre leur pitance, se plient au desiderata du guide suprême ou du chef suprême ou du magistrat suprême. C'est bien dommage. On peut parler du Bénin, on peut parler de plusieurs autres pays africains. C'est bien dommage parce que à plusieurs reprises, on a constaté que dans des situations qui posent problème, il y a des lois qui ne sont pas justes, mais qui sont passées quand même à l'Assemblée, qui deviennent lois de la République, que vous le voulez ou pas, vous êtes obligé de vous soumettre, et c'est de la tyrannie dont parle Montesquieu. Il va falloir que nous, Africains, puisque nous avons choisi de copier les Blancs, nous les copions à merveille pour que on ne transpose pas nos façons de gérer à l'africaine dans la démocratie qui devient finalement de la tyrannie, un peu comme ce qui se passe au Bénin. Les autres n'ont plus droit à la cité, il faut laisser Talon gouverner et après Talon vous pouvez parler, c'est de la tyrannie. Arimiaou, il y a le Bénin, mais on peut également parler du Cameroun qui a organisé des élections présidentielles il y a quelques semaines. Il y a également la République démocratique du Congo qui va aux élections également générales, je crois le 23 décembre prochain. Il y a un certain nombre de pays africains où ceux qui sont aux affaires évoquent la loi et la justice pour asseoir leur pouvoir et gouverner, mais dans le même temps leurs opposants qui crient que ces dirigeants se servent justement des institutions pour les brimer. Oui, il faut dire que nous sommes tout le temps fiers et nous le crions partout que nous sommes dans un état de droit et chacun se dit aujourd'hui être dans une marche vers la démocratie et que tout le monde adore et que tout le monde salue, mais malheureusement l'état de droit a ses principes et je crois que ceux qui sont aux manettes de manier ce droit-là doivent savoir quand même préserver tout ce qu'il y a comme acquis et qui concerne un état de droit. Il n'y a pas que le Cameroun, il y a plusieurs pays en Afrique, même hors de nos frontières, hors de l'Afrique, il y a des pays où le droit est en souffrance, où les gens passent par la corruption, par exemple à la justice. Quand on dit, Montesquieu parle de la tyrannie, il y a aujourd'hui des gens qui sont en prison, il y a aujourd'hui des gens qui ont des sanctions, peut-être à vie, alors qu'ils ne sont pas au fait coupables de ce qui s'est passé. Donc, au même moment que nous clamons d'être dans un état de droit, il faut faire en sorte que tout ce qui accompagne un état de droit, notamment le fait que le droit soit applicable et appliqué à tous et à tout niveau, que cela soit une réalité dans nos pays. Parce que la corruption aujourd'hui fait partie de ce qui permet de rétrograder l'application du droit dans nos pays, y compris dans d'autres pays dans le monde où nous vivons ça. Vivement que les gens combattent ce mal, ce fléau qui permet, loin d'amener les pays dans une vraie marche démocratique, de leur amener dans la tyrannie, dans la barbarie et tout ce que nous connaissons. Merci Alero Moru Tchakala. Il y a également Liberté qui se réfère à Albert Camus, qui a écrit lui aussi que la démocratie, ce n'est pas seulement la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Et dans nombre de pays, dont en Afrique, les minorités sont les souffres-douleurs de ceux qui sont au pouvoir. Oui, c'est le triste constat que nous faisons un peu partout. Et vous savez, Montesquieu, c'est ce grand génie français qui a écrit beaucoup d'œuvres sur la démocratie. Plus de 300 ans après, tous ces écrits restent d'actualité. Mais quand on se réfère un peu à ce qui se passe dans nos pays respectifs,
on constate que c'est sous le parapluie de ces lois que certains premiers responsables de nos pays se servent pour infliger ce qu'il ne faut pas à leurs compatriotes. Quand on arrive à un certain niveau, on pense qu'on peut assujettir toutes les lois de la République à la seule fin de faire plaisir à quelqu'un. Et vous voyez, quand ça se passe comme ça, on crée des frustrations. Et ceux-là qui doivent avoir droit au chapitre sont mis à l'écart. Donc, si on arrive à transcender tout cela, je crois que nous nous sentirons un peu mieux. Qu'on soit de la minorité ou de la majorité, chacun trouvera son compte dans une république où seule la force des lois peut triompher de tout ce que certains estiment qu'ils peuvent caporaliser. Donc, ce qui se passe au Bénin, c'est pas seulement au Bénin. Vous voyez, celui-là qui s'est servi de la démocratie, des lois pour arriver aux commandes, qui se met maintenant à malmener ces lois, à se servir de ces lois comme épouvantail à certains de ces contre certains de ces détracteurs au nom d'une certaine boulimie du pouvoir. Je crois que les Béninois ne sont pas aussi naïfs et qu'ils tireront les enseignements qui s'imposent. C'est pas quelqu'un qui a mis le fusil à la tempe à talon de dire que non, il fera un seul mandat. Maintenant qu'il est aux commandes du pays, que l'appétit pour le pouvoir devient démentiel, il se sert des lois pour bloquer toute idée à qui que ce soit de pouvoir aussi avoir des intentions sur le siège sur lequel il tourne tout haut et tout fort. Merci. Au niveau même de la RDC, là-bas aussi, c'est une autre situation inédite qui est en train de chose. Donc, on parle aujourd'hui, j'ai suivi RFI, on parle de viol, on parle de menaces, on parle d'intimidation. Au nom de quoi? Parce que quelqu'un a placé quelqu'un qu'il voudrait voir être président et il passe par tous les moyens pour parvenir à ses fins. Merci. On finit avec vous, Uriel Enyang. La démocratie, ce n'est pas une panacée qui viendrait résoudre tous nos problèmes. Ce n'est pas non plus seulement l'apanage de ceux qui ont de ceux qui sont aux affaires. Hein, et comme dirait l'autre, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Il va falloir que dans un pays, tous les citoyens se saignent vraiment les reins pour préserver l'état de droit si cher à nos rêves. Vous voyez, vous auriez constaté que la plupart des temps, vous faites recours à des pensées émises par les écrivains, les philosophes français. Pour nous qui avons eu la chance de goûter aux délices de la littérature, des lettres, je vais dire, Montesquieu est un écrivain français du XVIIIe siècle. Nous, on le maîtrise très bien. On sait de quoi il a parlé en matière de la démocratie. Tout à l'heure, vous avez effleuré un peu Albert Camus. C'est des siècles différents, mais ils disent la même chose du 18e au 20e siècle, parce que l'un développe la démocratie, l'autre développe l'absurdité. Ça, je vais parler d'Albert Camus. Vous voyez, dans nos pays africains surtout, nous sommes en apprentissage, mais on se demande si cet apprentissage prendra fin un jour pour qu'on devienne des maîtres en démocratie. Vous avez cité le Cameroun, le Bénin, vous avez peut-être d'une façon consciente ou inconsciente sauter des pays que vous maîtrisez mieux. En termes de tyrannie, il faut préciser que le mot tyrannie signifie despotisme, dictature. Pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, la dictature, il faut le prononcer. Nos dirigeants se servent de la dictature pour nous gouverner, ils se servent de la malhonnêteté, ils se servent de leur force obscure pour nous gouverner, ce qui fait que nous resterons toujours en retard tant qu'ils ne prendront pas conscience. Vous voyez, un président qui nomme son gouvernement, il ne convoque jamais le conseil des ministres jusqu'à la fin du mandat. Ça ne peut pas conduire le pays à son développement. Merci encore une fois. Montesquieu qui écrit qu'il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Ça, c'était Montesquieu au XVIIIe siècle. Et 2 siècles plus tard, Albert Camus qui écrit, lui, que la démocratie, ce n'est pas seulement la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Nous avons évoqué, cité des pays voisins, et comme le Bénin, comme le Cameroun, comme la RD Congo. Eh bien, atterrissons chez nous ici au Togo avec ce week-end politique que nous avons connu, un week-end politique en 2 actes et en 2 endroits différents. Commençons avec ce que Liberté écrit dans la rubrique caricature, plutôt libertinage à la page 5. Le Front citoyen Togo debout qui rallume le flambeau des manifestations.
Et le samedi dernier, effectivement, il y a eu des manifestations à l'appel du Front citoyen Togo Debout. Et le confrère Togo Matin y revient, qui écrit la page 2, marche du Front citoyen Togo Debout. Quelle mobilisation pour quel résultat? Togo Matin rappelle que malgré leur désaccord vis-à-vis du ministre de l'Administration territoriale quant au trajet, les responsables ont tout de même respecté les itinéraires fixés par l'autorité. Et cela a favorisé une manifestation pacifique le samedi dernier. Mais Togo Matin relève toutefois que la forte mobilisation n'a vraiment pas été au rendez-vous. Et un peu dans la même ligne, Uriel Enyang, votre journal Méga Info, vous écrivez que à l'appel du Front citoyen Togo Debout, les Togolais ne se sont pas vraiment intéressés à cette marche du samedi dernier. Effectivement, nous étions sortis quand même pour constater sur le terrain ce qui se passe, parce qu'entre-temps, avec la sortie de la feuille de route le 31 juillet, il a été aussi demandé à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition d'arrêter, de mettre fin de suspendre les manifestations afin de permettre aux Togolais d'avancer dans leur lutte pour le retour de la paix. Maintenant, si le Front citoyen Togo Debout a pris l'initiative de reprendre les manifestations, il fallait quand même qu'on soit curieux de voir si les autres partis de la coalition qui ont lancé l'appel à leurs militants de sortir massivement et de rejoindre le Front citoyen Togo Debout, est-ce que ça a été effectif? Il faut avouer quand même que les Togolais sont d'une part fatigués, de l'autre côté, ils commencent par douter de la sincérité de leurs dirigeants, que ce soit dirigeants au niveau de la coalition ou du parti au pouvoir. Les Togolais n'ont plus tellement confiance. Ils se sentent abandonnés lorsque surgissent des difficultés liées à ces manifestations, si bien que la mobilisation n'était pas celle des grands jours. Il y avait pas vraiment une mobilisation. S'il y avait une mobilisation telle que nous l'avons connue à partir du 19 août, je pense que les itinéraires empruntés ne pourraient pas satisfaire les manifestants. Et surtout, lorsque le chef de file de l'opposition a annoncé qu'ils vont s'envoler, qu'ils vont devoir quitter parce qu'ils ont été invités par le président guinéen, le professeur Alpha Condé. Les gens ont été quelque part déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Est-ce que c'est une invitation imprévue? C'est sur le terrain qu'on les a invités ou bien ils étaient au courant? Lorsque vous allez dans un travail, dans une activité, vous avez des dirigeants, à un moment donné, ces dirigeants vous disent « mais tenez, on va vous laisser continuer parce que nous sommes appelés à répondre à une invitation », ça décourage un peu. Nous allons aborder le second acte de ce week-end politique, mais restons encore un moment sur l'acte numéro 1, savoir l'appel du Front citoyen Togo à cette manifestation, cet appel qui avait reçu le soutien d'un parti comme le NI, Gabriel Sassou Dossé Agnon, qui avait appelé ses militants sympathisants à se joindre à cette marche, et idem de la part du Front citoyen de la coalition des 14 partis politiques. Liberté revient donc à cette marche-là pour nous rappeler que le Front citoyen Togo Debout a insisté sur la trilogie transition, réforme, élection. Didier Assogba, vous nous rappelez les maîtres mots sur lesquels le Front citoyen Togo Debout a bâti sa marche du samedi dernier. Non, rien n'est nouveau sous le soleil togolais, c'est la même... ce sont les mêmes revendications depuis quelques mois déjà qu'on connaît. Essentiellement, le Front citoyen Togo Debout exige ou demande aux autorités de libérer les personnes encore en détention en lien avec la crise que nous traversons depuis. Il y a le président du REJAD, Asiba Johnson, il y a le jeune Foli Sativi, il y a les responsables de l'association Nouboueke et quelques militants de partis politiques qui doivent être autour d'une quarantaine encore en détention. On avance le chiffre de 44.
Voilà, donc le Front citoyen Togo Debout a insisté donc sur la nécessité de les libérer, un peu comme d'autres organisations politiques également, de les libérer pour décrisper l'atmosphère et après tout mettre en œuvre pour que les réformes constitutionnelles et institutionnelles, en plus des réformes électorales, puissent être opérées avant l'organisation de toute élection. Parce que le problème du Togo, selon les responsables du Front citoyen Togo Debout, est axé ou est basé sur le fait que depuis plusieurs années, il y a des réformes dont on sent la nécessité, mais qu'on ne veut jamais mettre en œuvre, et qu'on ne devrait pas tenir ces élections-là annoncées pour le 20 et autres dates avant l'opérationnalisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et après ces réformes-là, pour des élections acceptées par tous, avec une participation, une organisation inclusive, les responsables du Front estiment qu'il va falloir mettre toutes les forces politiques dans un creuset qu'ils appellent gouvernement de transition et tout, pour permettre à ce que les élections soient organisées dans un esprit apaisé, inclusif, sans qu'il y ait encore de contestation des uns et des autres. Et après, les résultats qui sortiraient de ces élections-là pourraient être acceptés par tous, et ce qui relancerait le Togo sur une autre voie plus apaisée de démocratie et autres. Maintenant, reste à savoir si cet appel du Front citoyen Togo Debout, taxé par les autorités togolaises d'aile marchande de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, pourra être entendu, même si à plusieurs égards, certaines des propositions sont intéressantes. Merci. Plutôt, c'est Liberté qui écrivait que le Front citoyen Togo Debout vient de rallumer le flambeau des manifestations. Et dans la foulée, Liberté nous informe également que la coalition des 14 partis de l'opposition annonce elle aussi une grande manifestation le 10 novembre prochain. Ce sera le samedi, si je ne me trompe. Il y a le combat du peuple qui ramasse toutes ces manifestations passées ou à venir. Le combat qui écrit à la croisée des chemins vers la banalisation des marches de protestation. Les leaders politiques face à leur démission, c'est l'article de combat du peuple. Et à ce niveau, justement, nous accueillons Lucien Diosoumensan. Lucien, bonjour. Bonjour. Je présente mes excuses à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. J'ai eu un cas de force majeure. Merci. Mais je suis là quand même. Ouais, vous trouvez que du Front citoyen Togo Debout à la coalition des 14 partis de l'opposition, nous allons tout droit vers une banalisation des protestations. Mon cher confrère Sass, nous sommes dans un pays où il y a des réalités que j'appelle des réalités absurdes. On est dans un pays que nous sommes à la quête de la démocratie. Et c'est dans ce pays, il y a les partis politiques, ce que nous appelons les acteurs politiques, qui sont composés des partis politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui sont dans l'opposition. Et à côté d'eux, il y a les syndicats, il y a la société civile, donc les associations et consorts. Les associations ont plein de choses à faire en manifestant. Les citoyens ont tous les jours des besoins, des droits à défendre, ils peuvent le faire. Mais quand une association organise une manifestation et qui reprend pour son compte les exigences politiques des partis politiques, il est sorti de son cadre. Il n'y a aucun pays au monde, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas peut-être qu'hier, j'ai suivi une émission, on ne peut rien faire pour avoir une élection propre sans fraude, pour que tout le monde soit d'accord là-dessus. Même on a vu des présidents élus aux États-Unis d'Amérique, il y a eu un peu de grabuge, on a même repris certains bulletins, mais finalement, le perdant a cédé. Si notre objectif au Togo, c'est d'obtenir les conditions, c'est comme par exemple on veut aller jouer au football, nous voulons être sûrs qu'avant d'aller sur le terrain, avant même qu'on commence le match, on doit s'assurer qu'il n'y aura pas de brutalité, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas rien avant d'aller jouer. Pour aller à une élection, ça se prépare étape par étape, chacun doit y contribuer. Mais on ne peut pas amener un bœuf ou un âne pour boire au bord du fleuve s'il ne veut pas. Il y a quelque chose de très important.
Les acteurs politiques, qui sont les partis politiques, que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, doivent savoir une chose. Si la vie de l'État est en danger, ils doivent parvenir à un consensus. C'est normal parce que l'État, le pays nous appartient à tous. Mais si on n'en est pas là, il y a une majorité dans un pays, c'est ce qu'on dit, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. L'organisation d'une élection, on confie ça à une institution de l'État qui a une puissance publique. Il faut que tout le monde contribue pour qu'on arrive à une élection acceptable, mais pas une élection sans fraude, parce que ça n'existe pas. De toutes les façons, moi, ce que je voudrais dire, si on compte le nombre de manifestations qu'on a fait au Togo, si on compte ici au Togo, depuis que moi je suis journaliste, je crois que nous avons battu tous les records. Merci Lucien. Ali Romorou Tchakala, d'aucuns font le procès à la société civile, notamment le Front Citoyen Togo Debout, de se confondre un peu avec les politiques. Mais quand on écoute, les leaders de Togo Debout disent que les questions qu'ils posent relèvent du bien vivre ensemble, et que c'est des engagements beaucoup plus citoyens que politiques. Et puis également, est-ce que les politiques ou la société civile nous mènent vers une banalisation? Ils répondent qu'ils n'ont que cette arme-là pour continuer à crier leur ras-le-bol. Absolument, ils sont dans leur rôle. Le Front Citoyen Togo Debout ne s'est pas levé pour prendre d'assaut les rues pour le plaisir de le faire. Ils ne sont pas dans cette dynamique de jogging. Non, mais ils sont dans cet élan-là de pouvoir amener les acteurs politiques à user de peu de sagesse qui leur reste, parce que quand on voit un peu ce qu'ils sont en train d'infliger à tout le peuple depuis des lustres, on comprend que les intérêts égoïstes sont en train de prendre le dessus sur ce qui doit consacrer la grandeur de notre pays. Donc, je crois qu'ils sont pas en train de banaliser les marches, comme on le dit. C'est parce qu'il y a des situations internes au pays et que ces situations-là sont en train d'émousser tout élan de développement, que ces gens-là sont montés au créneau pour demander à ce que certaines réformes soient opérées. Quand les réformes viendraient être opérées, je crois que vous ne les verrez plus dans les rues en train de battre les pavés. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a laissé pourrir depuis des lustres. Quand vous prenez l'accord politique global, quand vous prenez tous les autres accords et toutes les recommandations qui ont été formulées de par le passé et que rien n'a encore fait et que plus de 13 ans encore, nous sommes là à parler des réformes. Je crois que il y a eu une faillite au niveau de la classe dirigeante. Et si les associations peuvent quand même prendre le flambeau et amener ces leaders-là qui ne s'entendent pas à pouvoir faire des bons qualitatifs et quantitatifs, je crois que c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, s'agissant des élections, c'est vrai. Les élections, quand on les prend un peu partout, il y a toujours des gens, les perdants, qui peut-être disent qu'il y a eu des choses qui n'ont pas tellement bien marché. Mais ça ne doit pas être des excuses pour que ailleurs on en fasse autant pour dire que non, mais si aux États-Unis, certaines fois on constate dans les élections, pourquoi pas chez nous? Non, on veut le strict minimum. On prend les élections comme des épouvantails à faire fuir à certains. Non, les élections, tous les acteurs politiques, tous les partis politiques s'inscrivent dans cette dynamique-là. Mais les élections, pas à n'importe quel prix. Il faut que le strict minimum qui garantisse la transparence et l'équité puisse être réuni avant qu'on y aille. Et quand on prend un peu les recommandations formulées par la CEDEAO, par sa feuille de route, on nous prescrit des antidotes. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis que le recensement a été annoncé, tout ça, là, on est en train de respecter l'esprit de cette feuille de route? C'est ça, c'est ce que le Front Citoyen Togo Debout est en train de rappeler aux acteurs politiques. Ils ne veulent plus croiser les bras. Quand on les voit, même si c'est un manifestant qui est sorti, c'est à prendre en compte. Il n'est pas sorti parce qu'il faut sortir, battre les pavés, mais c'est qu'il y a un malaise qu'il voudrait dénoncer. C'est par rapport à ça qu'il est sorti. Donc, je crois qu'ils sont dans leur rôle. Mais quand on dit qu'ils sont affiliés à tel, tout ça, est-ce que les revendications là, tout le monde se retrouve dedans, qu'on soit de tel ou tel bord? On a vu des gens aussi sortir ici au plus fort de la crise. Des gens cagoulés. Mais certains même politiques ont eu l'indécence même de dire que non, c'est nos jeunes
Donc ça veut dire que chaque bord a son entité. Donc qu'on ne jette pas la pierre à ceux qui sont en train de réclamer ce qu'il faut réclamer pour le bien du pays. Merci. Cela nous amène au second acte de ce week-end politique. Je rappelle que si la coalition de l'opposition et le Front citoyen Togo debout et d'autres se trouvent obligés de manifester, c'est parce qu'ils disent ne pas trouver d'interlocuteurs en face d'eux ici. Et du coup, tout le monde regarde vers la CEDEAO qui est facilitateur dans notre crise. Et il a fallu que cette marche-là ait lieu le samedi dernier, peut-être pour que Alpha Condé rappelle l'invitation de la coalition auprès de lui à Conakry. C'est ce que vous écrivez, Nouvelle Opinion. Vous écrivez la coalition des 14 à Conakry, la facilitation impartiale dans ces démarches. Ari Miaou? Oui, tout à fait ça. Je crois que nous sommes Togolais et les Togolais connaissent leur réalité. Le Togo, s'il faut dire la vérité, revient de très loin. Les politiques togolais, depuis que nous sommes en crise et que nous allons de crise en crise, ont utilisé plusieurs façons démocratiques, peut-être pour trouver la solution aux difficultés que le pays traverse. Jusqu'au point où la CEDEAO nous vienne au secours. J'appelle secours parce que c'est la CEDEAO qui est venue nous lancer dans le processus que nous avons enclenché aujourd'hui, et tous les Togolais le savent. Les politiciens, la société civile, les journalistes, bref, tous les Togolais savent que le Togo a enclenché un processus à partir de la venue de la CEDEAO qui nous a donné une feuille de route. Et maintenant, quand les gens sont sortis samedi pour marcher, ils ont conscience que la chose se joue ailleurs. Et ils ont foi que là où la chose se joue, on nous trouvera une solution. La preuve, la coalition était dans les rues quand soudain on l'a appelée entre la rue et Conakry. Elle a trouvé là où elle sait qu'elle a la vraie solution. Conakry. Elle a laissé la société civile dans la rue pour rejoindre Conakry. Cela veut dire que les gens sont en train de manipuler ce peuple. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont sortis samedi. Il y a Nada chez moi qui dit que chaque aiguille a son fil. Chaque aiguille a son fil. Ceux qui sont sortis, ils n'ont pas encore compris le vrai problème et ce que traverse le Togo. Moi, je crois que la solution du problème togolais ne se trouve pas dans la rue. Et je crois fermement, comme beaucoup de Togolais, que la solution togolaise, c'est dans le dialogue. Et c'est ça que les 14 ont compris. Mais on vous dira que la pression de la rue mais alors, autant peut amener au dialogue. Oui, justement. autant que la coalition reste dans la rue et refuse Conakry, puisqu'elle est déjà dans la rue, qui, selon beaucoup, doit solutionner. Il fallait continuer dans la rue. Si la rue devait résoudre nos problèmes, je vous assure que personne ne viendra nous donner une feuille de route. Les gens auraient déjà trouvé la solution dans la rue. Donc, qu'on cesse de distraire les Togolais et qu'on aille à l'essentiel pour qu'on puisse aboutir. Aujourd'hui, la rue est devenue une menace infernale. Quand ça s'essaye, ça ne va pas. Demain, c'est Lucien qui s'essaye. Et attendez-vous que, en dehors de la société civile, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'attiser la hache, qui vont bientôt sortir dans la rue. Et finalement, les gens se font le passe-main pour voir qui peut faire reprendre la rue. Puisque tout le monde a conscience que ça ne va pas, on attend que les autres s'essayent pour voir. La solution togolaise, c'est dans le dialogue. Il faut que les politiques fassent cet effort d'aller discuter et de nous amener à sortir de cette crise, au lieu de continuer par rétrograder l'économie du pays que eux-mêmes ont conscience. J'ai entendu un jour un leader sur cette radio dire que le bilan de ce qu'ils avaient eu à faire depuis le 19, c'est que l'économie est rétrogradée. Et c'est tout triste quand des citoyens qui veulent et qui ont des envies de venir aux manettes de l'État se comportent ainsi. Parce que ce qu'ils font peut se faire demain également. Merci. Eh bien, le nouveau le samedi dernier, c'est que il n'y a plus d'avion en panne. Il n'y avait plus d'agenda de Alpha Condé qui a fait capoter ceci ou cela. Le voyage
a bel et bien eu lieu entre Lomé et Conakry. La délégation de la coalition est partie. Et puis, comme l'écrivent deux journaux, dont Togo Matin, en fait, en lieu et place d'une simple invitation de Alpha Condé, c'est en fait une réunion du comité de suivi qui a dû se tenir ou bien qui doit se tenir actuellement à Conakry. Togo Matin qui écrit feuille de route de la CEDEAO à Conakry, Alpha Condé fait le point avec le comité de suivi. Et Togo Matin nous apprend également que des représentants du gouvernement étaient ou bien sont avec leurs camarades de la coalition des 14 en terre guinéenne. Voilà, Uriel Enyang, la rencontre a lieu, même si on n'a pas beaucoup d'indiscrétions qui filtrent depuis Conakry. Une chose est quand même que cette réunion se tient à Conakry. Ils viendront nous rendre compte, comme d'habitude, à travers leurs conférences de presse. Moi, je reviens d'abord sur certaines choses. Et si la coalition des 14 partis de l'opposition a été invitée, Manu Militare, sur la Guinée, je pense que c'est pour prouver encore que la rue, c'est un élément de pression. Moi, je suis très loin de me prononcer sur la banalisation des manifestations de la rue. On peut dire, on peut apprécier une manifestation d'avoir échoué ou d'avoir réussi, mais les manifestations de rue, nous connaissons tous les conséquences de ces manifestations. Tchanian a parlé tout à l'heure de la terrorisation de l'économie togolaise, personne n'en doute. Disons, une reculade de notre économie, une régression plutôt de notre économie. Ah, mais les chiffres sont alarmants quand même, ce n'est pas l'occasion d'en parler, pour dire que leur présence en Guinée, ce n'est pas avec une baguette magique pour nous ramener la solution. Au-delà du fait de dire que la solution se trouve dans le dialogue, il faut ajouter aussi que notre solution ne se trouvera jamais à l'extérieur. Ils reviendront ici, ils vont retourner encore, ils iront au Ghana. Peut-être même on va élargir les points d'échange. On n'aura jamais la solution. Tant que les dirigeants eux-mêmes, les protagonistes ne prendront pas conscience, ils peuvent prendre l'avion tous les jours. Sur la Guinée. La Guinée même actuellement est dans quelle situation? Est-ce que le professeur Alpha Condé a fini de résoudre ses propres problèmes? Vous connaissez mieux que moi ce qui se passe en Guinée. Lui-même, ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en lui. Est-ce qu'il a la stratégie, est-ce qu'il a cette baguette magique pour venir donner la solution adéquate aux Togolais? Je ne crois pas. La solution réside dans la prise de conscience de tous ces acteurs politiques du Togo qui n'ont aucun souci de la souffrance du peuple. Actuellement, tout le monde souffre. Ne nous leurrons pas. S'ils avaient le souci de notre mieux-être, chacun aurait dû transcender ses ambitions, ses attitudes, ses convictions pour l'intérêt du peuple. Je ne pense pas que c'est en Guinée qu'ils viendront. Merci. Eh bien, en fait, c'est une réunion du comité de suivi qui se tient à Conakry avec le facilitateur Alpha Condé, mais également le représentant sûrement du président Nana Akufo-Addo, des délégations de la coalition des 14 et du gouvernement ou de la majorité ici au Togo. Et Liberté nous rappelle que l'opposition est porteuse de 4 revendications à l'endroit du facilitateur guinéen. Alpha Condé, que Liberté trouve comme une énigme. Didier Assogba, pour ne pas dire que depuis quelques jours, on entend certains sons qui douteraient de la sincérité d'Alpha Condé comme un facilitateur impartial, voire même intègre entre les deux partis en présence, à savoir la majorité, enfin la partie gouvernementale et la coalition. Oui, Alpha Condé est une personnalité véritablement qu'on ne cerne pas finalement, parce que vous savez comment la facilitation guinéenne s'est invitée dans la crise togolaise. Au départ, c'est le Ghana qui offrait ses missions ses services de bons offices au Togo pour aider les acteurs politiques à se comprendre, à se parler et à sortir finalement de la crise. Et alors qu'il était président en exercice de l'Union africaine, il a été mandaté par le président français, Emmanuel Macron, pour rencontrer les acteurs politiques togolais, de les écouter
en vue de la solution adoptée. C'est comme ça qu'il est devenu facilitateur par la suite. Co-facilitateur. Oui, co-facilitateur par la suite. Et donc, pour plusieurs, Alpha Condé est un élément de la France qui reste l'œil de la France dans la résolution de la crise. Il est même au sein de l'opposition, il est même certaines fois accusé de jouer au trouble fait pour soutenir le pouvoir. Mais moi, je voudrais pas aller jusque là. Je pense véritablement que, comme les uns et les autres le disent, l'extérieur nous offre les missions de bons offices. Maintenant, ils vont prendre toutes les décisions, ils peuvent nous préconiser tout ce qu'ils veulent. Il nous reviendrait à nous Togolais d'appliquer, et si nous avons réellement la volonté de sortir de la crise, et si et seulement si nous aimons notre pays. C'est surtout ça, c'est surtout de ça il s'agit. Depuis quelque temps, on a l'impression qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Togo véritablement, qui n'aiment pas les Togolais. Parce que eux, comme on dit chez nous, donc du coup, les autres, ça ne les concerne pas. Et ceux-là, vous les trouvez, sont recrutés dans quel camp? Ils sont dans tous les camps. Dans la majorité comme dans l'opposition, ils sont là, ils vivent bien. Ils sont dans les gros cylindrés comme le président l'avait dit dans ce studio il y a quelques jours. Eux tous, ils vivent bien et les autres, ça ne les concerne pas. Et on sent que des gens veulent faire de la crise un fonds de commerce de l'autre côté, des deux côtés. Hein. Les gens veulent en profiter au maximum et du coup, depuis là, plus d'1 an, on traîne sur les mêmes histoires, on ne sort jamais. Même la feuille de route de la CEDEAO, c'est pas écrit en chinois non plus, même si c'était en chinois, il y a des chinois au Togo pour nous aider à interpréter, mais les gens ont commencé des interprétations sur des interprétations, et à ce jour où on n'a rien appliqué de cette feuille de route, rien du tout appliqué à ce jour. On est ici, les réformes zéro, l'élection, on ne sait pas si on l'aura le 20, parce qu'il y a encore des doutes qui surviennent, et les mesures d'apaisement, on venait de parler encore de plus de 40 personnes encore en détention. On ne sait pas véritablement ce qui est appliqué au niveau de cette feuille de route, même si les autorités pensent qu'il faut l'appliquer globalement. Bref, je dis que quel que soit ce que les facilitateurs, les autres nous proposeront, il va falloir que nous, Togolais, faisons preuve de volonté et d'amour pour notre patrie, pour que on sorte définitivement de cette crise. Il n'y a pas que ça à faire dans ce pays. D'autant plus que ça devient lassant. Ouais. La feuille de route a quand même plus de 3 mois d'âge. Et si on faisait l'inventaire pour les mesures d'apaisement, c'est vrai que le gouvernement a fait quelques efforts, mais il demeure toujours 44 personnes en détention et dont on réclame la libération. Les réformes, tout le monde affiche sa bonne volonté, le gouvernement qui promet un projet de loi incessamment, l'opposition également qui se dit prête à une proposition de loi, mais les réformes ne sont pas encore faites. Le processus électoral, nous savons comment la CENI se compose actuellement et comment le recensement a démarré. Lucien Diossou-Mensah, ça devient lassant que nous posions les mêmes problèmes et qu'on ne trouve pas toujours de sortie de crise vraiment adéquate. Ce que tu es en train de dire, je l'ai souvent répété. Je tiens à vous dire une chose. Quand nous sommes ici en train de débattre, c'est en notre qualité respective de journaliste. Bon, un journaliste, c'est quelqu'un qui travaille sur les faits. C'est pas un spéculateur. Il faut faire le distinguo entre le journaliste et l'activiste politique qui est plus proche de l'homme politique. Nous devons faire la part des choses. Tout ce qu'on a développé ici, il y en a des passages qui m'ont fait sourire. On ne quitte pas le même pour aller à Conakry par hasard. L'avion ne tombe pas du ciel. Même quand tu vas aller, on achète un billet. Ce qu'il faut faire, c'est que le comité de suivi, en termes très brefs et courts, a été délocalisé. Parce que c'est plus facile qu'on délocalise le comité plutôt que de faire venir les chefs d'État qui abandonnent leur pays pour venir pour nos broutilles. Parce que c'est des broutilles. Le Ghana voit son poids. Ce qui se passe en Guinée, c'est pas, là-bas aussi, ce n'est pas l'eau qui coule facilement. Bon, par exemple, depuis l'arrivée de Condé, comme président de la République, au sujet des manifestations, il y a eu 98 morts. Je pense que Ford n'a pas encore atteint ce record. Mais ce que je voudrais vous dire, et qui est très important... Le record dans quel laps de temps? Manifestation de rue, oui, d'accord. De la Guinée. Oui, de quelle année à quelle année? Voilà, quand il est là. Il est là depuis 7 ans, oui. 7 ans. Okay. Attends, je vais te dire. Okay. Je sais de quoi il parle. Oui. J'ai réfléchi avant de parler. Bien sûr. Bon. Alors, je passe cet aspect qui m'intéresse. Je l'ai dit parce que c'est la vérité. Ce que je voudrais ajouter est très simple.
J'ai vu dans ma carrière des dialogues. Ça a commencé par Colmar. Vous n'avez pas vécu ces choses. On était à Colmar, partout dans le monde ici. On ne fait que faire le dialogue, on se déplace. C'est toujours le même scénario. C'est en ce sens que je te rejoins pour dire que c'est lassant. C'est pas compliqué. Je prends 2 petits exemples parce que je n'ai pas monopolisé tout seul la parole. Merci de le savoir vous-même. Non, les gens parlaient ici. Non, je pointe, hein, les gens parlaient ici. Allez-y, Je ne les ai pas arrêtés. Bon, écoute, je vais vous dire une chose. Par exemple, quand on prend la feuille de route, Oui. dans la feuille de route, on n'a pas parlé de la composition de la CENI. On a parlé du renforcement de la CENI. Comme quelqu'un l'a dit, même si c'est en chinois, nous savons tous lire. Bon, on a mis plus de 2 mois bloqués sur ça. La coalition a interprété le renforcement par recomposition. Et de fil en aiguille, il a été dit qu'il faut maintenant une CENI paritaire. Ce qui est, au fond, un faux problème. Si vous prenez le code électoral, il y a toujours eu la parité. Sauf que, ce qui se passe là, on appelle ça des arrangements politiques. Si ce n'est pas des arrangements politiques, il doit pouvoir dépasser le nombre de 17. Parce qu'il ne peut pas sortir du cadre du code électoral. C'est pourquoi ils sont restés quand même 17. Bon, maintenant, quand ils sont à 17, ils ont proposé 8 personnes. Le pouvoir a proposé 8 personnes. Mais il y a là un terme juridique parce que nous ne pouvons pas accepter que nous voulons la démocratie dans notre pays en piétinant l'état de droit. Le code électoral dit qu'il y a une opposition parlementaire qui n'est pas composée uniquement des gens qui sont dans la coalition. Bon, alors, ils ont fait des positions, on a dit, mais il y a quelqu'un qui siège déjà. Et le parti le plus ancien qu'eux tous, dans l'opposition, UFC. Il a eu 10% de voix aux dernières élections. C'est bien. Maintenant, on a dit, on accorde 7. Attendons que on vous donne 7 sur 8. Attendons que le comité de suivi se planche sur ce cas-là pour voir si l'UFC peut être maintenu ou pas. Si moi, je ne suis pas politique, si moi je suis politique, ce que je ferai, c'est demander à 8 choses, on me donne 7. Nous allons rentrer dans la CENI. Sauf, Lucien, que vous n'êtes pas politique. Attends, et dans ce jeu, c'est pas que quelqu'un donne à l'autre, mais qu'on se conforme, disons, à l'avis du comité de suivi et également respectant le code électoral pour que la CENI soit complète. Nous sommes en train de dire que il y a la souffrance au pays. Nous sommes en train de dire que l'économie peut en partir. L'économie, quand ça partit, ça ne se relève pas demain. Là, ce que je vais te dire, c'est le suivant. Pour que la CENI, ce que la coalition veut, c'est de voir ce qui se passe à la CENI. Ce qui se passe au sein de la CENI. Oui. Avec 7 personnes, il peut commencer à voir avant que le dernier cas soit réglé par le comité de suivi. On bloque ça. Et si on avait suivi jusqu'à présent le recensement, ne serait pas terminé. Merci. Maintenant, si le recensement ne va pas terminer, qu'on appelle aux élections conformément à la feuille de route, qu'est-ce qui va bénéficier? Des députés hors mandat, qui ont déjà gagné 10 mois de salaire gratuit. Qui refusent les élections parce que ça leur permet de gagner additionnel, si on ainsi la Constitution. En langage de football. Sauf que, Lucien, vous avez évoqué l'économie, et nous sommes aujourd'hui le 5 novembre. Nous sommes déjà à quelques semaines des fêtes de fin et de début d'année, et les commerçants commencent déjà à s'inquiéter quelle sera la couleur de l'économie en cette fin d'année, mais nous y reviendrons. Alirou, retournons encore à Conakry. Les délégations y sont depuis 3 jours, mais la séance a été délocalisée. Nous, les journalistes togolais, nous n'y sommes pas. C'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'indiscrétions qui filtrent de Conakry, mais le fait que cette réunion se tienne déjà depuis 3 jours, on peut deviner toute l'application, tout le sérieux du travail qui doit se faire là-bas. Oui, je suis tout heureux que le comité de suivi et la facilitation se soit délocalisé vers Conakry. C'est une très bonne chose. Et je l'ai toujours fredonné ici que ce soit le facilitateur ghanéen ou guinéen, ils ont été élus par leur peuple, leurs différents peuples. Et ils ont obligation de résultats par rapport à leurs projets respectifs de société. Donc, toutes les fois venir ici, et quand ils viennent ici, c'est pas du tout facile. Les interruptions de séance pour aller consulter X ou Y pour des conciliabules, c'est ça qui fait que ça plombe un peu
l'élan même de cette facilitation. Maintenant, à partir du moment où tous se sont retrouvés à Conakry, sur un terrain neutre, je crois que les choses peuvent mieux bouger que s'ils étaient chez nous. Et tenez-vous bien, il y a quelque chose qui doit primer là-bas à Conakry. C'est la feuille de route. On doit la sortir. La feuille de route de la CEDEAO. De la CEDEAO, on doit la sortir. Et faire l'évaluation. Voir ce qui a été fait. Est-ce que depuis que cette feuille de route a été soumise à la classe politique togolaise, surtout aux deux partis, la coalition et le parti au pouvoir, qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, est-ce que quelque chose a été fait? Je dirais non. Rien n'a été fait, s'il faut respecter l'esprit de la feuille de route. Certains ont quitté les différents points qui devraient chuter sur le dernier aspect qu'est le 20 décembre pour en faire un point de fixation. Donc, on a semblé oublier tout ce qu'on devrait faire d'abord pour que l'aboutissement des différents points chute sur le 20 décembre, la tenue des élections. Donc, dans certains états-majors, on a semblé prendre la seule date du 20 décembre pour en faire un point de fixation. Non, nous avons des législatives, nous avons tant à faire choses, et on a oublié l'essentiel que sont les réformes. Les réformes qu'on malmène depuis des lustres. À quelle fin? On ne le saura. Vous savez, on va se prendre un peu au sérieux. La politique est en train d'imprimer sa marque à tous les autres secteurs. Quand en politique ça ne va pas, l'économie en pâtit. Quand en politique ça ne va pas, le social aussi en pâtit. Et si depuis l'accord politique global, on n'a rien mis en œuvre et que 13 ans après, on soit là encore à parler des réformes, il ne faut pas chercher nuit et jour pour trouver où se trouve ce qui coince. Ce qui coince, c'est ces petits calculs-là. Donc, si ces gens-là peuvent transcender leurs petits égos, leurs petits calculs, et au moins se dire que les gens sont venus à nos cheveux, ils nous ont prescrit des antitocs pour une sortie de crise et aller marcher suivant ces prescriptions. Je crois qu'on s'en sortirait. Vivement que l'étape de Conakry soit la bonne, mais si on vient encore à la feuille de route, notamment avec l'échéance du 20 décembre, date prévue pour les élections législatives, je rappelle que la CENI n'est pas toujours inclusive, n'est toujours pas encore consensuelle. Le recensement, les opérations d'enrôlement viennent d'avoir lieu. Nous sommes dans la phase de l'affichage. Les listes ne sont pas encore affichées. Affichées immédiatement. Nous sommes dans la phase de l'audit. S'il vous plaît, oui. Quand tu t'inscris la liste est affichée, tu vois ton Merci. Donc nous sommes dans la phase de l'audit. Il faut l'audit d'abord avant la. Merci de nous rappeler. Donc nous sommes dans la phase de l'audit avec les conseillers, disons les experts électoraux de la CENI qui sont dans nos murs, mais toujours avec les critiques de l'opposition. Suite à leur appel au boycott, les leaders de la coalition eux-mêmes ne sont pas fait inscrits, donc logiquement, ils ne devraient pas être candidats aux élections législatives. Tout cela nous amène, même si on n'a pas encore au courant de ce qui se fait à Conakry, on peut quand même se demander à Rémiaou si le 20 décembre, date fétiche ou pas, peut toujours tenir, ou bien s'il y a des accommodements qui sont prévisibles. Ça, ce que je voudrais dire, je crois que la réalité, elle est là, tous les Togolais la voient et la vivent. Ceux qui sont venus nous insouffler la feuille de route, ce ne sont pas des petits enfants de rue. Et l'opposition togolaise, notamment la C14 et la majorité, les deux ont eu confiance. C'est pour cela qu'ils ont accepté de se soumettre aux propositions de la CEDEAO. Et ce n'est pas la majorité, ni la C14 qui a dit que le 20 décembre, on va aller aux élections. Aujourd'hui, le constat, il est là. Nous sommes allés au recensement. C'est vrai, il y a des Togolais qui se sont fait enrôler. Et il y en a qui ont écouté l'appel du boycott. Au niveau de Conakry aujourd'hui, il reste à jauger, à voir. Est-ce que les Togolais qui ont été se faire recenser, ils représentent un taux qui permet au Togo d'aller aux élections le 20 décembre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ceux-là qui ont respecté le boycott, ils dépassent ou ils influent sur la tenue des élections le 20 décembre? Et je crois que ceux qui sont à Conakry
ont quand même la capacité de porter ce jugement. Maintenant, qu'on dise que les gens de la C14 ne se sont pas fait enrôler, je n'en sais rien. Et ce qui sera souhaitable, si tel est que on sent qu'il y a le besoin que d'autres Togolais qui ne l'ont pas fait le fassent, il va avoir peut-être une rallonge. Et ça ne joue pas sur la tenue des élections du 20. Parce que rallonger de 3 ou d'une semaine, que les gens qui n'ont pas pu le faire puissent se rattraper, ça n'empêche rien sur la date là. Maintenant, quant à ce qui concerne les réformes, Tchakala a dit que tout ce qui a été dit dans la feuille de route, rien n'a été fait. Moi, je ne m'inscris pas. Je sais que c'est l'analyse de Tchakala. Oui. Mais au même moment. Maintenant, votre analyse, vous. Au même moment, oui. Lorsqu'on nous a donné la feuille de route, et on a dit qu'il faut d'ailleurs essayer les réformes au niveau de l'Assemblée. Et si ça ne va pas, il y a eu des ouvertures. Alors, qu'est-ce que l'opposition, la C14, oui, la C14, qui a conscience que la feuille de route a ouvert une voie vers ces réformes qui intéressent tous les Togolais. Qu'est-ce qu'elle a fait en ce sens? Rien. Elle n'a rien fait. Il faut que les gens marquent leur volonté, que de l'autre côté, il y a un blocage, qu'on dise que voilà, nous avons voulu qu'on opère les réformes. Ils l'ont pas fait. Maintenant qu'on ne pense pas que c'est dans un camp où c'est d'autres personnes qui voudraient pas qu'il y ait les réformes, que les gens fassent leur part et qu'on voit la mauvaise foi d'où qu'elle vienne. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Les gens vont revenir de Conakry. Quand j'ai dit, le doyen a parlé de Colmar. Nous avons été témoins de ce qui s'est passé avec Yakubu Tchatchibara qui est venu à la télé dire terminus, tout le monde descend. J'ai souvenance de cela. C'est pour vous dire quoi? Que les Togolais, moi je veux dire à ceux qui nous écoutent que si les gens n'ont pas confiance à la CEDEAO, qu'ils démissionnent d'aller à la rencontre et à ses appels. Parce que lorsque les gens quitteront Conakry et qu'ils reviendront au Togo et qu'ils verront que ce qui a été dit n'arrange pas, on viendra ici tenir des conférences, on vous dira que nous allons regagner la rue, on vous dira que nous allons faire tant. Et c'est en cela que je rejoins Didier qui disait qu'il semble avoir des Togolais qui veulent diriger les Togolais mais qui n'aiment pas malheureusement les Togolais. Merci. Vous avez dit un mot, Lucien. Non, tout à l'heure, oui. J'avais dit quelque chose peut-être. Vous avez dit juste un mot, hein. Oui, attends, mais comment tu me prends le temps en me bloquant. J'avais dit quelque chose avec mon ami, au sujet de mon ami Tchakala. Lorsqu'il parlait, je ne l'ai pas coupé, je l'ai laissé parler. C'est lorsque l'autre est revenu là-dessus que j'ai dit qu'il a menti parce que. Voilà ce mot qu'il a dit. Depuis qu'on a publié la feuille de route, on ne peut pas faire l'élection sans le recensement. Le gouvernement a donné les moyens à la CENI pour faire le recensement. Pour faire une élection, il faut le fichier électoral. On a même bloqué la CENI avant, sur ordre de la CEDEAO. Après, on a levé le blocage et le travail est en cours. Quelque chose est fait. C'est à cause de la CEDEAO que le recensement se fait. 2. Le gouvernement a envoyé actuellement un projet. Vous voulez dire quand même que quelque chose a commencé à se faire sur la feuille de route. Voilà, aujourd'hui là où nous sommes là, oui. Le gouvernement a envoyé un projet de loi qui se trouve sur la table de l'Assemblée nationale au sujet des réformes. Si la coalition aussi envoie sa proposition de loi, donc les discussions peuvent commencer. En somme, quelque chose se fait. Vous venez d'écouter Tchaniao et Lucien Messa qui disent que quelque chose a commencé à se faire sur la feuille de route. Le gouvernement a promis. Après, c'est ce clin d'œil à nos partenaires. Retour ici pour le dernier tour, la dernière série de cette émission. Tchakala, je reviens à vous parce que vous avez entendu Tchaniao et Lucien
vous prendre en flagrant délit de... Je n'ai pas dit ça. Non, vous savez, j'ai toujours assumé mes propos. Je ne milite pas pour X ou pour Y. Et quand on prend la feuille de route, comme l'a dit mon jeune frère Didier Assoba, ce n'est pas en latin et encore moins en arabe. Et quand vous prenez cette feuille de route, il y a toute une série de choses à faire. Et aujourd'hui, la C14, que certains à tort tentent de dire que non, elle ne s'inscrit pas dans la dynamique de la CEDEAO, c'est tout faux. Elle ne jure que par cette feuille de route. Cette feuille de route, la coalition est devenue sa Bible par laquelle elle oh non, mais laissez-moi aller. Ne fait que jurer par ça. Maintenant, est-ce que oui, on va écouter. S'agissant des mesures d'apaisement, est-ce qu'on a parlé de libérer les gens au compte-gouttes? On en fait même un objet de chantage. Quand ça plaît bien à certains, on lâche d'eux. Quand ça ne leur plaît pas, ils restent de marbre. S'agissant même de cette feuille de route, on en fait des législatives le seul point de fixation dans certains milieux. On ne jure que par ça. Comme s'il n'y a pas d'autre point à même d'être déroulé avant qu'on arrive à cette fatidique date du 20 décembre. Maintenant, ce recensement que certains se pourlaient chez les Bambis de dire que c'est bien fait. Mais j'aurais souhaité même que lors des échanges à Conakry, l'UFC fasse partie des protagonistes. Est-ce qu'elle est là? Non. Elle n'est pas là. Ça veut dire qu'on ne reconnaît que deux bords. Et chaque... Oui, justement pour dire que c'est Togo Matin qui écrit que l'UFC est actuellement absente dans les entretiens qui ont lieu à Conakry. Ça veut dire qu'il y a deux protagonistes, le pouvoir et la C14. Et si tant est que l'UFC avait son mot par rapport à ce blocage au niveau de la CENI, elle serait conviée à ça. Donc, je crois que certains sont en train de faire ce qui peut les arranger et oublient royalement les prescriptions de cette feuille de route. Donc, jusqu'à ce jour, j'estime. Merci. Donc, le j'estime, et je ne parle pas à lieu et place des leaders de la C14 ou bien chose que rien n'a été fait. S'il vous plaît, le tour est fait, mais, Lucien, s'il vous plaît. Malheureusement, nous n'avons pas placé nos micros à Conakry. Nous ne savons pas encore ce qui se dit. Eh bien, attendons incessamment que la réunion prenne fin et que nous ayons les informations officielles que nous allons compléter par les coulisses. Uriel. Je ne comprends plus rien. L'atmosphère est tellement polluée, touffue. Je me demande... Ici ou bien dans tout le pays? Non. Vous voyez le raisonnement, les intentions, les propos des gens. Je pense que vous avez des sujets plus intéressants. Nos éditeurs attendent de nous le développement des sujets relatifs au développement. Quand vous écoutez leurs confrères autour de ce plateau, qu'est-ce qui vous convainc? Moi, personnellement, honnêtement, je vous dis, nous n'allons convaincre personne. Ceux qui nous écoutent là, ils connaissent mieux que ce que nous sommes en train de dire. C'est ne pas défendre telle position, dire que tel a tort, tel a raison, tel viendra avec une solution. Nous ne leur apprenons rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas la peine de dire que tel ment, tel ne ment pas. Moi, pour ma part, je vous dis, si... allez-y. Non. Moi, je suis toujours objectif. Non, s'il vous plaît. Non, vous êtes avec des gens. Même si c'est entre Tchakala et lui, ils sont avec des gens. Maintenant, monsieur, quand Tchakala dit que rien n'a été fait depuis le 31 juillet, mais je dis toujours, chacun a sa part de raison. Moi, je peux dire que rien n'a été fait. Parce que, oui, je peux dire que rien n'a été fait. Avec d'autres arguments. Pourquoi? Parce que depuis le 31, tout ce qui a été fait, c'est des dépenses. C'est des dépenses pour la CENI. C'est des dépenses pour le recensement qu'on n'a pas encore validé. Vous auriez vu un titre que nous avons sorti, un article que nous avons écrit pour l'apparition d'aujourd'hui. Nous avons dit, l'étape actuelle, l'audit du fichier électoral, ça peut faire mal. Ça peut faire mal aussi bien à un parti ou à l'autre. Comme l'a expliqué le président du CONAP tout à l'heure,
Si le fichier, monsieur Tchagnaou, si le fichier est suffisant, ça veut dire que en avant, allons-y, le processus continue. Mais s'il se trouve insuffisant, s'il a des incongruités à l'intérieur, on doit reprendre les choses. Ça fait mal à l'un ou à l'autre. Si on reprend, l'opposition dira nous avons gagné. Si on ne reprend pas, monsieur Bawara dira. La coalition n'aura que ses beaux yeux pour pleurer. Pour pleurer. Bawara dira j'ai dit il n'y aura jamais de session de rattrapage. Nous voici, on continue. Ça peut faire mal à l'un ou à l'autre. C'est pourquoi je dis il n'y a que des dépenses. Jusqu'ici, il n'y a que des dépenses. Rien n'a été encore fait. Voilà. Nous avons fait le tour de la question ici. Et les nouveaux éléments qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant, c'est les institutions de Conakry qu'on n'a pas encore. Didier Assogba. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore les indiscrétions de Conakry, mais ce qui va se faire là-bas, c'est en fait ce qu'on fait à Conakry, c'est une évaluation mi-parcours de la feuille de route. Et là, la CEDEAO aura à faire son constat. Nous, Togolais, nous disons qu'il y a il y a quelques éléments, mais que véritablement la feuille de route n'est pas appliquée, à mon sens, parce que on aurait vu le gouvernement togolais prendre rapidement un avant-projet de loi dans le mois d'août envoyé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fini avec les réformes et on se serait concentré sur l'organisation des élections. Tant mieux si on arriverait à les tenir le 20 ou pas. On a déjà entendu des membres du comité de suivi dire que s'il vous plaît, suivons Lucien, la date du 20 décembre n'est pas une date fétiche. Véritablement, c'est que je dis que des deux côtés, il y a un manque de volonté d'aller de l'avant. Maintenant, est-ce que la CEDEAO pourra exhorter les uns les autres ou à une baguette magique d'amener les deux parties à faire preuve véritablement de volonté pour qu'on n'organise pas des élections les uns contre les autres, mais qu'on organise les élections véritablement pour fédérer les Togolais? Je pense que le Togo gagnerait mieux que si les élections se tiennent dans un esprit de fédération et non contre un esprit et non dans un esprit de défiance des uns qui organisent les élections contre les autres. Le Togo gagnerait mieux à ce que les choses se relancent dès 2019. Mais si c'est dans un esprit de défiance, de nous avons organisé, nous avons gagné contre vous, je crains qu'on ne reprenne les mêmes histoires dans l'année 2019 et ça ne rend aucun service aux Togolais qui est actuellement au grand marché en train de chercher des clients pour venir enlever ces marchandises sur les étalages. Ça ne rend aucun service à la tante qui vend du gari derrière Canal FM ici, qui attend que les jeunes viennent acheter pour qu'elle puisse avoir du quoi nourrir sa famille à la maison. Véritablement, c'est de ça qu'il faut. Et c'est ce à quoi il faut penser. Et nous interpellons les deux protagonistes ou les protagonistes en général à faire preuve de volonté dans l'application de la feuille de route. Et si cette volonté y est, je pense qu'on peut sortir de ce tiraillement actuel et on pourra avancer. Mais jusque-là, on n'avance pas parce qu'il n'y a pas de volonté. Le Benjamin de la classe, Didier Assogba, vient de faire une synthèse qui doit servir d'exhortation pour que chacun sache que ce qui se fait actuellement n'arrange personne, qu'on dise que le fichier électoral est fiable et qu'on dise que l'opposition a perdu la partie, ça n'arrange personne, qu'on dise encore que le fichier électoral est tout faux, qu'il faut le reprendre, ça n'arrange encore personne, que ceux qui sont à Conakry soient guidés par l'esprit du Togolais qui veut vraiment sortir de cette crise. Souffrez qu'on arrête là. Pas dit. Parce que par exemple, tu tranches en deux, c'est mauvais. Si on dit que oui, le fichier électoral n'est pas bon, il y a possibilité de correction. Mm-hmm. Si on dit que même si on dit que le fichier électoral est bon, il y a toujours cette possibilité de correction. C'est la troisième voie. Ça dit que on va toujours auditer, voir s'il y a des compléments à apporter. C'est ça. On ne peut pas dire que c'est un côté comme ça de l'autre, c'est pas possible. Merci. Eh bien, je reviens à ce que Uriel Enyang disait tantôt, savoir qu'on trouve quand même le temps de débattre des questions de développement, des questions de proximité. Malheureusement, quand je fouille dans les journaux parus aujourd'hui, tout est politique. J'ai du mal à trouver des articles portant réellement sur le développement, à moins qu'il y ait une dépêche de Togo Breaking News
qui m'est échappé. Oui, on va faire le tour, On commence par Didier Assogba. Oui, oui, le sujet de développement et de proximité que nous avons développé ce matin, c'est cette journée nationale des ingénieurs du Togo qui est annoncée pour les 23 et 24 novembre prochains, qui va se tenir à l'hôtel de février. Vous savez, le corps des ingénieurs au Togo est le seul corps qui n'a pas à ce jour d'ordre. Et donc, les ingénieurs militent actuellement à ce que les autorités arrivent à mettre sur pied un ordre national des ingénieurs du Togo. Je crois que ce combat-là est en cours et quelques autorités, quelques ministres ou anciens ministres qui se trouvent eux-mêmes ingénieurs ont senti la nécessité d'en arriver là. La journée va servir donc d'une occasion pour eux de mener ce plaidoyer-là à l'endroit des dirigeants pour que d'ici là, un ordre national des ingénieurs du Togo soit mis en place, parce qu'on ne peut rien faire en réalité dans le développement sans l'intervention des ingénieurs, que ce soit les routes, que ce soit les engins, que ce soit même le PND qu'on vient d'adopter. Il va falloir qu'on considère l'apport que les ingénieurs pourraient mettre pour que ces projets de développement soient une réalité, et surtout que on est dans une période de développement ou de construction de routes avec les conséquences qu'on a suivies. On a vu un peu la voie au niveau de la pharmacie d'Idjolé qui s'est affaissée complètement. S'il y avait un ordre des ingénieurs qui apporte ses conseils, ses contributions dans le processus et dans la politique de développement des routes, on pourrait éviter ces travaux mal faits et tout, et un peu partout. Merci. Je me rappelle, on parlait incessamment de cela la dernière fois et notre ami Primus disait que pour un ingénieur, la norme, c'est la Bible ou c'est le Coran. Mais nous suivons le processus des ingénieurs. Nous y reviendrons par la suite. Un peu en lien avec les ingénieurs, Lucien Diossou-Menzan, vous nous parlez, le combat du peuple écrit à la page 8, entretien des infrastructures routières, les autorités communales que vous interpellez, notamment sur le balayage des rues, qui fait entrave à la circulation et qui crée embouteillage par endroits. Non, c'est pas de ça que moi je veux parler. Nous sommes dans une émission qui parle de revue de presse. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est sentencieux, qu'on n'a pas parlé d'économie. Or, moi, j'ai parlé beaucoup d'économie dans ce journal, Fort Gnassingbé, face aux réalités absurdes du Togo. C'est un article complètement économique. Le micro, s'il vous plaît. Un article totalement économique. Tu ne l'as pas lu. Parce que tu l'as considéré comme ça. Je rappelle que j'ai eu votre journal 15 minutes avant 11h. Oh, c'est toujours la même chose que tu répètes. Bon, alors je vais te dire une chose. Sacré Lucien Diossou-Menzan. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce que j'ai écrit? Fort était la dernière fois en Chine. C'est ce qui est dans l'article. On a parlé des problèmes économiques, des PND, c'est-à-dire le programme national, le projet national de développement. Pour retourner récemment en Allemagne. On a parlé toujours des problèmes économiques, des opérateurs économiques togolais. Et c'est là où je relève que Fort est confronté à 3 défis. Premier défi, il faut qu'il sensibilise les investisseurs étrangers à venir au Togo. S'ils viennent investir, les bénéfices, ils sont libres de les rapatrier chez eux. Ça ne contribuera pas autant que faire ce pays à notre développement rapide. Deuxième défi, le Togo n'a pas d'opérateurs économiques togolais avec capitaux propres. C'est-à-dire que nous n'avons pas ce qu'on appelle les capitaines d'industrie. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Bénin, on en a. Tout ce qui est CNCA, tout ça, c'est des capitaux étrangers. Donc, deuxième défi à relever, le président doit veiller à ce qu'au niveau des banques, que les banques soient revues, corrigées sur le Togo, pour devenir support de ceux qui, au Togo, nourrissent l'ambition de devenir des opérateurs économiques. Il faut qu'on puisse les porter. On change le système bancaire de fois en comble pour que les Togolais qui veulent entreprendre aient le soutien des banques et de l'État. Parce que, troisième défi, si le président, on voyage, on amène les opérateurs économiques. Troisième défi, c'est de faire en sorte que les opérateurs qui veulent devenir opérateurs économiques soient réceptifs et qu'ils ont la probité. J'ai cité le cas de Seko BTP, qu'on a soutenu à bras le corps. En mode 5 ans, il y a 4500
ouvriers qui se trouvent sur le carreau, tout simplement parce que le problème de rétrocommission a englouti tout le monde. Ça s'est cassé. Donc, moi, tout ça, c'est l'économie. Merci, ça. Vous n'avez pas Fort Gnassingbé, face aux réalités absurdes du Togo. Lucien, je vous rappelle que je ne suis pas magicien pour lire votre journal en 15 minutes. Va acheter mon journal au studio aussi à moi, 11 heures. Merci. Alors, Tchanyao, un article qui porte réellement, véritablement sur le développement. Oui. Qu'on peut lire dans Nouvelle Opinion aujourd'hui. Je n'ai pas fait un article sur le développement, mais ce que je crois, c'est que le confrère Iriel disait qu'on a trop parlé politique et que les gens qui nous écoutent ne devraient pas être intéressés par ce que nous disons et que en quoi cela contribue au développement du Togo. Je crois que le problème togolais, il est politique. Et on n'a fait que parler de développement ici. Tout ce qu'on parlait de Conakry, qu'on parlait de la C14, de la majorité du Front citoyen, c'est l'économie du Togo. C'est le soubassement même du développement de tout pays. Quand il n'y a pas de stabilité dans un pays, vous n'allez pas amener les investisseurs. Quand le doyen disait que le président allait en Chine, les gens, avant d'investir dans un pays, cherchent des indicateurs, parmi lesquels il y a la stabilité politique, pour que cela ose, même les investisseurs, les banques dont vous parlez. Quand les gens savent que demain, moi je suis banquier, je veux venir m'installer au Togo et j'apprends que la C14 annonce des séries de marches sur tout le territoire, je me réserve. Et donc, ce que nous disons ici, il faut trouver la solution à la politique togolaise et cela relance automatiquement l'économie du pays. Merci, Lorsque Assoba parle des routes, oui. On construit des routes, les gens les pratiquent, mais au même moment, il y a des Togolais, à cause de la politique, qui disent que ces routes-là, rien n'a été fait. Les gens voient des choses, mais à cause du fait que les politiciens ne se sont pas encore accordés, tout ce qui est bien fait, on dit que c'est mauvais. Il y a des gens qui ne conjuguent que la négation dans le pays. Donc, si nous parlons politique, on n'a pas tort. Vous nous parlez du civisme, notamment les comportements que nous devrions afficher aux postes de péage pour une circulation beaucoup plus fluide. Oui, tout à fait. Ça, vous savez, quand vous arrivez au niveau des postes de péage, des fois vous constatez qu'il y a de l'obstruction. Mais il y a de l'obstruction, pourquoi? Tout simplement parce que pour une taxe de 300 francs, vous verrez le conducteur de véhicule remettre 10 000, 5 000. Lorsque l'agent en poste de péage lui dit « Je n'ai pas de monnaie, monsieur, donnez-moi 300 ou 500, monsieur ou madame, remettez-moi 300 ou 200 pour permettre aux autres de passer », ça devient des difficultés. Une fois, j'avais emprunté un bus pour aller à Kara. On est arrivé au poste de Davier ici. Pour 300 francs, il remet 5 000. La dame dit « Mais monsieur, je n'ai pas de monnaie. » Il commence par... Et il dit « Mais l'argent qu'on vous remet ici chaque jour, que faites-vous avec ?» C'est après je lui ai fait entendre raison. J'ai dit, mais monsieur, elle est là, elle fait son travail. En sorte, vous exhortez les saillies de la route à préparer de la petite monnaie. À préparer la monnaie avant d'arriver au poste de péage. C'est le premier sujet lié au développement. Le second, c'est que nous avons créé, le dernier, vraiment, nous avons créé une nouvelle rubrique qui sensibilise la population sur la décentralisation. On parle des élections le 16 décembre prochain, si ça tient. Mais la population n'est informée de rien sur le processus de la décentralisation. Qu'est-ce qui lui sera? Qu'est-ce qui lui incombe comme tâche? Qu'est-ce que le conseiller municipal fait? Qu'est-ce que le maire fera? Qu'est-ce que le préfet fera? Qu'est-ce que le gouverneur fera? Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que la CENI en temps avait dit qu'elle organisait un référendum couplé avec les élections locales, je crois sur le 16, mais la même CENI devient totalement atone sur les deux questions. Quand ce sera remis à l'ordre du jour, nous en parlerons bien volontiers. Maintenant, Alirou Mourchakala, nous commençons l'ultime tour avec vous. Vous avez 30, Lucien, s'il vous plaît. Alirou, vous avez 30 secondes pour votre conclusion et la sortie de votre carton du jour. Oui, la dernière fois, il y a la Banque mondiale qui a sorti un rapport faisant état d'un bond que le Togo aurait réalisé avec 19 points engrangés par rapport au climat des affaires, le Doing Business. Oui, nous voulons bien croire. Quand on crée 500 entreprises par an et que à la fin de l'année, quand on fait le décompte, on ne se retrouve qu'avec 10 entreprises, ça veut dire qu'il y a un problème. On en a créé quand même, mais
quelle a été la durée de vie de toutes ces entreprises-là? Qu'est-ce que ces entreprises-là ont réalisé? Donc, on ne peut pas se taper la poitrine que nous avons réalisé des bons quand en interne, il y a un problème de création d'emplois. Si toutes ces entreprises-là qui ont été créées... Que Tchakala, la Banque mondiale a tenu compte de certain nombre de critères. Oui, ces critères-là, elles existent bien. Non, nous ne voulons pas des sociétés éclairs, des sociétés qui ont la durée de vie des éclairs. On veut des sociétés qui soient accompagnées. Quand on crée, il faudrait accompagner, il faudrait des mesures souples pour accompagner ces entreprises afin qu'elles ne soient pourvoyeuses de bien-être pour la population et absorber le flot de diplômés sans emploi. Merci. Vous avez vu le concours la dernière fois, le triste spectacle. Maintenant, votre carton de début de semaine. Non, je carton vert à Sarasport de Bafilo, une équipe qui est venue dans l'élite dans la division 1, mais qui est en train de réaliser des prouesses, qui est deuxième à égalité de points avec Gomido. Donc, juste rappeler que Sarasport de Bafilo, c'est le club de votre préfecture de la Soli. D'Assoli. Donc c'est Ayam, puis pour nous c'est Youa. Uriel Enyang, votre carton? Carton vert à... Le micro? Non, AS Bina que je maîtrise mal d'ailleurs. Carton vert à tous les confrères autour de ce plateau pour leur sens élevé des débats. Merci. Même si vous êtes un peu trop perturbé dans le même débat par moment. Non, moi je voudrais saluer les démarches de la CEDEAO et du comité de suivi et dire que les protagonistes de la crise togolaise, qu'ils fassent un effort de se lever plus haut et de mettre un peu de patriotisme dedans, parce que la CEDEAO, le comité de suivi font leur part. Mais si les Togolais même... C'est un carton vert d'encouragement à la CEDEAO. Si les Togolais même ne font pas un effort, on ne peut pas résoudre le problème. Carton vert au CONAP, au Conseil national du patron de presse, qui a tenu un atelier la semaine dernière, où il a rassemblé donc les professionnels des médias et les forces de l'ordre et de sécurité autour de la question des manifestations publiques, notamment le rôle des journalistes et des forces de l'ordre. On sait que souvent c'est pas fameux sur le terrain entre les journalistes et les forces de l'ordre. Et pour cela, carton vert au CONAP. Le président ici merci. On finit avec Lucien Jossou-Vincent. Oui, moi je voudrais donner un carton vert à la cellule chargée des affaires, de l'amélioration des affaires au Togo. Le climat des affaires. Qui même organise aujourd'hui, à 14h30, une conférence de presse. Je leur donne parce que je sais que la Banque mondiale ne fait pas de cadeau. Ni les familles ne font pas le cadeau. S'ils ont défini leurs critères pour avancer que nous trouvons à cette position, c'est que des efforts internes sont faits. Maintenant, ces efforts internes ne sont pas automatiquement faits pour générer les emplois. Il faut que les Togolais fassent. Merci. Donc, carton vert à la cellule de l'amélioration du climat des affaires aussi au Togo. Merci. Eh bien, personnellement, un carton vert à l'amicale Foyer Chrétien sur la station secondaire de Logoté pour toutes ces marques de présence, de fraternité, de solidarité entre les membres. C'est touchant. Foyer Chrétien en avant, et pour cela, carton vert. C'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.